Je m'appelle François Dubois et cette histoire commence 30 minutes avant la cérémonie du mariage de ma fille, à l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. J'ai surpris son futur époux en train de rire dans le couloir de l'église. Cette fille est si naïve, je n'en ai qu'après l'argent. Son père possède au moins 4 millions d'euros. Mes mains tremblaient en appuyant sur enregistrer. Il pensait que j'étais juste un père riche et confiant. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Ce que j'ai fait ensuite l'a complètement détruit. Et ma fille et moi avons donné la performance de nos vies. Dès le lendemain matin du mariage, il est tombé droit dans le piège. Je suis reconnaissant que vous soyez là. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est. En ce moment, chaque père, chaque parent doit entendre cette histoire. Ma femme Brigitte avait l'habitude de dire « Tu as de bons instincts ». François, me disait-elle, tu peux sentir les problèmes à des kilomètres. Elle est décédée quand Camille avait 12 ans. Et pendant ces 12 dernières années, j'avais utilisé ces instincts pour protéger notre fille seule. 35 ans dans les affaires m'avaient appris à lire les gens. J'avais bâti Dubois Entreprise à partir d'une seule station-service jusqu'à 12 points de vente dans toute l'Île-de-France en faisant confiance à mon instinct. Et là, debout dans l'église Saint-Pierre le matin du mariage de ma fille, mon instinct me hurlait que quelque chose clochait. Camille, mon unique enfant, ma fille de 24 ans, était à l'étage en train de se préparer à épouser Julien Moreau. Il semblait parfait sur le papier. Il travaillait en comptabilité, personnalité charmante. Tout le monde l'adorait. Les épouses de mes associés s'extasiaient. Camille a tellement de chance. Mais j'avais passé des décennies à lire les gens autour de tables de négociation. Et Julien avait une façon de poser des questions sur Dubois Entreprise qui semblait calculée. Trop de questions sur le chiffre d'affaires. Trop d'intérêt pour le fonds en fiducie de Camille. Il avait même suggéré qu'elle l'ajoute comme co-signataire. Pour la commodité, avait-il dit. J'étais arrivé à l'église 1 heure plus tôt. 10h30 au lieu de 11h30, avais-je dit à Camille. Je voulais vérifier les arrangements du mariage une dernière fois. Ce n'était pas la vraie raison. L'église était silencieuse quand je suis entré. Michel, la coordinatrice du mariage, dirigeait le fleuriste dans le sanctuaire. Monsieur Dubois, vous êtes en avance. Ne vous inquiétez pas, tout est parfait. Je veux juste m'assurer, dis-je en lui donnant un sourire rapide. Je marchais dans le couloir latéral vers la zone de préparation des témoins. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais. Peut-être juste voir Julien avant la cérémonie pour jauger son humeur, pour faire taire ce sentiment lancinant. Puis je l'ai entendu. Des rires. Le rire de Julien, fort et confiant, résonnant depuis une porte entr'ouverte. Je me suis arrêté net. Ce rire n'appartenait pas à un marié nerveux. Il appartenait à quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. Je me suis rapproché, gardant mes pas silencieux. 5 ans de marche dans les entrepôts m'avaient appris comment bouger sans bruit. La porte de la salle des témoins était légèrement entrebâillée, peut-être 4 centimètres. Des ombres bougeaient à l'intérieur. La voix de Julien me parvenait clairement, avec celle de 2 autres, Thomas et Lucas, ses copains d'université servant de témoins. Ma main alla vers la poche de ma veste, trouva mon téléphone. Mon pouce bougea automatiquement, mit le sonnerie en mode silencieux, ouvrit l'application caméra, bascula en mode vidéo. Je ne savais pas ce que j'allais enregistrer. Peut-être rien. Peut-être étais-je paranoïaque. Peut-être que perdre Brigitte m'avait rendu surprotecteur envers la seule famille qui me restait. Mais 35 ans d'affaires m'avaient appris une chose. Quand vos instincts hurlent, vous écoutez. Je me positionnais contre le mur, où je pouvais entendre à travers l'ouverture. Téléphone en mode enregistrement, mon cœur martela contre mes côtes. À travers l'ouverture étroite, je pouvais voir Julien faire les 100 pas, gesticulant en parlant. Thomas et Lucas étaient assis sur des chaises, écoutant. Dans 1 heure, j'étais censé accompagner Camille dans l'allée de cette église, la même église où Brigitte et moi nous étions mariés. Il y a 26 ans, Camille avait spécifiquement choisi Saint-Pierre pour que sa mère puisse être là avec nous. 150 invités commençaient déjà à arriver. Les fleurs étaient arrangées. Le quatuor à cordes s'installait à l'étage. Camille enfilait probablement sa robe de mariée en ce moment même, pensant que c'était le plus beau jour de sa vie.
Et j'étais là dans un couloir, avec un téléphone à la main, enregistrant une conversation que je n'étais pas censé entendre. Je régularisais ma respiration et écoutais. La voix de Julien portait dans le couloir. Elle est si naïve. Une fois que j'aurai la procuration sur son fonds en fiducie, je pourrai commencer à transférer de l'argent graduellement. Mon doigt appuya sur enregistrer. Je gardais le téléphone stable, pointé vers l'ouverture dans la porte. Le vieux est plein aux as, continua Julien. Dubois Entreprise vaut au moins 4 millions d'euros. 12 stations-service, de l'immobilier commercial, tout ça qui traîne. Julien, mec, tu es sûr de ça? Dit Lucas, incertain. Son père semblait malin. Des décennies dans les affaires. Julien rit. François, s'il vous plaît, trop occupé à jouer le père fier de la mariée. Je joue ce rôle depuis 2 ans. Camille me fait entièrement confiance. 2 ans. Chaque dîner de famille, chaque jour férié, tout était des mensonges. Et les dettes de jeu? Demanda Thomas doucement. Tu dois plus de 500 000 euros à Rick. Ces types ne sont pas patients. C'est pourquoi j'ai besoin de ça, claqua Julien. Après la lune de miel, je ferai ajouter Camille à mes comptes. Raison fiscale, planification financière, peu importe. Puis je transfère l'argent graduellement. Elle ne le remarquera jamais. Ma main se resserra sur le téléphone. Et si elle le remarque? Demanda Lucas. Une pause. Quand Julien parla à nouveau, sa voix était glaciale. Les accidents arrivent en lune de miel. Les sentiers de randonnée sont dangereux. Les balcons d'hôtel, vous savez. Il rit. Ma fille. Il parlait de faire du mal à ma fille. Putain, Julien, chuchota Lucas. Détends-toi. Je ne lui ferai pas vraiment de mal. Je drainerai juste assez pour payer Rick, puis je disparaîtrai. Divorce, peu importe. Elle pleurera pendant un moment, mais les filles riches se remettent toujours. Les gens de Rick ont cassé les jambes de quelqu'un le mois dernier, dit Thomas. Je sais. J'ai besoin de cet argent d'ici 3 mois, ou je suis mort. Mais après aujourd'hui, problème résolu. Dans 3 semaines, je n'aurai plus de dettes. Et Sarah? Interrompit Lucas. Son père a failli te coincer l'année dernière. Le père de Sarah était paranoïaque, écarta Julien. Il a fait une enquête de moralité trop tôt, mais François Dubois ne m'a même pas enquêté. Trop confiant, trop occupé à remarquer que sa fille sortait avec un professionnel. Professionnel, comme si c'était un travail. C'est la 3e famille, dit Lucas. La 3e, c'est la bonne, dit Julien avec fierté. Le premier père était ex-militaire, trop soupçonneux. La 2e fille a eu froid aux yeux. Mais Camille est parfaite, confiante, naïve, et son père est si désespéré de la voir heureuse qu'il signera n'importe quoi. Je me pressai contre le mur, gardant le téléphone stable. Chaque mot était une preuve. Mais il parlait de ma petite fille, la fille qui avait pleuré pendant des mois après la mort de Brigitte, qui avait choisi cette église parce que sa mère s'y était mariée. Dans 3 semaines, dit Julien, j'aurai 1 million. Je paierai Rick, je garderai le reste et je disparaîtrai. Peut-être essayer la Côte d'Azur ensuite. Beaucoup de familles riches là-bas. Brigitte, la promesse que j'avais faite à l'hôpital, protéger Camille quoi qu'il arrive. J'avais promis, je ne la briserai pas. Des pas se dirigèrent vers la porte. Je reculai rapidement, téléphone glissant dans ma poche, main tremblante, me tournai et marchai rapidement vers le couloir principal, cœur battant. Derrière moi, la porte s'ouvrit. La voix de Julien se répandant, décontracté, riant comme s'il n'avait pas juste avoué vol et meurtre potentiel. Je tournai le coin avant qu'il ne me voie, trouvai une alcôve près du bureau de l'église, m'arrêtai, m'appuyai contre le mur. Mon téléphone semblait incroyablement lourd. Les cloches de l'église sonnèrent. 11h15, 45 minutes avant la cérémonie. 45 minutes avant que je sois censé confier Camille à lui. Le couloir se troubla une seconde. Je me stabilisais. J'avais tout en enregistrement. Ses aveux, la dette, Rick, la 3e famille, la menace. Mais j'avais 45 minutes. Je me poussai du mur et me dirigeai vers les escaliers. La suite nuptiale était au 2e étage. Je devais trouver Camille. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Je m'arrêtai devant la porte, entendant le rire excité de Camille à l'intérieur. Comment détruire les rêves de votre fille le jour de son mariage? Je frappai. Sarah, la meilleure amie de Camille, ouvrit la porte.
Monsieur Dubois, nous sommes presque... Pourriez-vous nous donner un moment, mesdames? J'ai besoin de parler avec Camille seule. Les demoiselles d'honneur échangèrent des regards, mais sortirent discrètement. Camille se tourna du miroir. Elle ressemblait exactement à Brigitte le jour de notre mariage. La robe en dentelle blanche à 6 000 € la faisait rayonner, et j'allais tout briser. Papa, dit-elle en montrant la robe. Tu... Elle s'arrêta en voyant mon visage. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie, assieds-toi. Tu me fais peur. Sa main alla à sa gorge. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Tout. N'arrête pas, peu importe ce que tu entends. Je lui tendis mon téléphone avec la vidéo prête. Papa, qu'est-ce que c'est? Regarde juste, s'il te plaît. Elle appuya sur lecture. Je regardais son visage plutôt que l'écran. Première 30 secondes. Confusion. Pourquoi me montres-tu Julien parlant à ses amis? 1 minute. Son expression changea. Yeux s'écarquillant, main couvrant sa bouche. Non, chuchota-t-elle. C'est une blague, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est une blague. 2 minutes. Les larmes commencèrent, silencieuses d'abord, puis les épaules tremblant. 2 ans, papa. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Le téléphone trembla. Tout était un mensonge. Quand ça se termina, le rire de Julien s'éteignant, Camille laissa tomber le téléphone. Elle se plia en deux, main couvrant son visage, sanglotant. Je m'agenouillai à côté d'elle, la tirai près, comme quand elle était petite, quand elle était tombée, quand les enfants étaient méchants, quand Brigitte était morte et que nous avions tous les deux pleuré pendant des heures. Je l'aimais, hoqueta-t-elle. Je lui faisais confiance. Comment ai-je pu être si stupide? Tu n'es pas stupide. Je la serrai plus fort. C'est un professionnel. Il a fait ça à 2 autres familles. Tu ne pouvais pas savoir. Mais tu savais que quelque chose clochait? Elle recula, mascara coulant. Pourquoi tu ne... Je ne savais pas jusqu'à il y a 30 minutes. Je les ai entendus dans le couloir et j'ai enregistré. 3e famille. Il a dit que j'étais la 3e. Je hochai. Accident en lune de miel. Il a dit... Elle ne put finir. J'entendis. Ma mâchoire se contracta. Mais il ne te touchera pas. Je promets. Camille me regarda, dévastée. Maman aurait su. Elle savait toujours quand quelque chose clochait. Brigitte, la blessure qui ne guérissait jamais complètement. Ta mère faisait confiance à mes instincts. En ce moment, il me hurle de te protéger. J'aurais aimé qu'elle soit là. La voix de Camille se brisa. Elle me manque. Elle devrait être là pour ça. Je sais. Je brossai les cheveux de son visage. Quand ta maman était mourante, elle m'a fait promettre de te protéger quoi qu'il arrive. Je ne briserai pas cette promesse. Camille prit une respiration tremblante, s'essuya le visage, étalant le maquillage. Qu'est-ce que je fais? Il y a 250 personnes en bas. La cérémonie est dans 40 minutes. Elle attrapa son téléphone. Je dois annuler maintenant. Je vais dire à tout le monde. J'attrapai sa main. Attends. Elle me regarda, confuse et désespérée. Attends, papa. Je ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas marcher dans cette allée. Et Je pris ses 2 mains. Avant que tu appelles qui que ce soit, laisse-moi te dire ce que je pense. Le visage de Camille était détruit. Larmes, maquillage, confusion. La mariée radieuse avait disparu. À sa place était ma fille effrayée. Qu'est-ce que tu penses, papa? Je pris une respiration. Ça allait sembler fou. Si tu annules maintenant, qu'est-ce qui arrive? Julien s'en va libre. Il fait ça à une autre famille, une autre fille. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Mais papa, je ne peux pas l'épouser. Pas en sachant ce que... Si on lui donne exactement ce qu'il veut, le laisse penser qu'il gagne, alors on le détruit. Elle secoua la tête. Tu veux que j'épouse un escroc? Écoute, je me penchai en avant. Julien est un criminel professionnel. Il a fait ça à 2 autres familles. Il continuera à le faire à moins que quelqu'un l'arrête. Mais si on annule, il disparaît, change de nom, trouve une autre cible. Mais si on joue le jeu, jouer le jeu comment? On laisse le mariage avoir lieu. Nous deux, on fait semblant d'être normaux, de faire semblant d'être heureux. Sa voix se brisa. Après le mariage, je l'amène dans l'entreprise. Je lui donne un accès contrôlé au compte
Et puis, il essaiera de voler. C'est de la fraude électronique, crime fédéral. On documente tout, puis on appelle la DGSI. Camille me regarda. DGSI? Je connais un agent, l'agent Leclerc. Il nous aidera à monter un dossier qui mettra Julien en prison. Pour des années. Elle fit les 100 pas dans sa robe. Tu veux que je vive avec lui? Non. Tu ne seras jamais vraiment seul. L'équipe de Leclerc se rapproche. On bouge vite. 2, 3 semaines maximum. 2 semaines à prétendre que j'aime quelqu'un qui a menacé de me tuer. Les mots restèrent suspendus. Camille, je me rapprochais. Je sais que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais demandée, mais tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu tiens ça de ta mère. Le nom de Brigitte fit se remplir ses yeux à nouveau. On fait ça ensemble, dis-je. Toi et moi, comme tout depuis la mort de maman. On est une équipe. Elle regarda le miroir. La mariée rayonnante avait disparu. Quelqu'un d'autre se tenait là, plus âgé, plus dur. Si je fais ça, tu restes avec moi tout le long. Ne me laisse pas l'affronter seul. Chaque pas, je promets. Et s'il devient soupçonneux? Il ne le sera pas. Il pense que tu es naïve. Je suis trop confiant. On utilise ça contre lui. Long silence. Puis, elle s'essuya le visage. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Répare ton maquillage. Puis on descend. Pendant la cérémonie, tu es la mariée la plus heureuse du monde. Je ne sais pas si je peux. Oui, tu peux. Tu es la fille de Brigitte Dubois. Tu es plus forte que tu ne penses. Elle prit une respiration tremblante. Après le mariage, la réception, je souris pour les photos. J'annoncerai que j'amène Julien dans l'entreprise. Il sera ravi. Puis, Camille me regarda longuement, puis redressa ses épaules. D'accord. Aide-moi à réparer mon maquillage. Je trouvai des mouchoirs, aidai à essuyer les traces de mascara. Elle réappliqua ce qu'elle pouvait, main tremblante. Un coup. La voix de Michel. Monsieur Dubois, Camille, c'est l'heure. Camille me regarda, yeux posant une question silencieuse. Je tendis mon bras. Prête? Elle le prit, ramassa son bouquet, main tremblante mais voix stable. Allons-y. Nous marchâmes vers la porte ensemble. Camille s'arrêta, prit une respiration de plus. Je peux faire ça, chuchota-t-elle, plus à elle-même qu'à moi. Je sais que tu peux. La porte s'ouvrit. Michel sourit, inconsciente. Oh, Camille, tu es magnifique. Tout le monde attend. Camille serra mon bras. Je serrai en retour. Les portes de l'église s'ouvrirent devant nous. La marche nuptiale commença. Les portes de l'église s'ouvrirent et 150 visages se tournèrent vers nous. La marche nuptiale commença et je sentis la main de Camille se resserrer sur mon bras. En 35 ans d'affaires, j'avais négocié des contrats de millions d'euros sans transpirer. Mais marcher ma fille vers un escroc, chaque pas semblait une trahison. Brigitte devrait être ici. Elle devrait regarder ça. Au lieu de ça, j'étais la seule chose qui se tenait entre Camille et un prédateur. Nous marchâmes dans l'allée. Les invités souriaient, certains tamponnant des larmes. Ils voyaient une belle mariée et son père fier. Ils n'avaient aucune idée. Je jetai un coup d'œil à Camille. Son visage était composé, serein, un petit sourire pour les invités, mais je sentis le léger tremblement dans sa main. C'est ma fille, plus forte qu'elle ne le sait. Julien se tenait à l'autel dans un costume cher, sourire confiant en place. Quand il regarda Camille, son expression était parfaite. Aimante, nerveuse, transportée de joie. « Il est bon », pensai-je. Il m'a presque eu. Nous atteignîmes le devant. Le père Samuel sourit chaleureusement. « Qui donne cette femme en mariage ?»« Moi, dis-je. Les mots avaient un goût de cendre. Pour l'instant, salaud, mais pas pour longtemps. Je plaçai la main de Camille dans celle de Julien. Il la serra doucement, chuchota quelque chose que je ne pus entendre. Camille lui sourit. Acting parfait. Je pris ma place au premier rang. L'espace à côté de moi était vide. Brigitte aurait dû être là. Le père Samuel commença. « Bien-aimé, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. » Je regardai le visage de Julien. Il joua son rôle parfaitement. Le marié nerveux jetant des regards furtifs à sa mariée, rayonnant de bonheur. « Julien Moreau, prenez-vous Camille Dubois pour épouse légitime ?» « Oui. » Sa voix était forte, claire, pleine d'émotion.
Menteur. Camille Dubois, prenez-vous Julien Moreau pour époux légitime? Une pause, à peine une seconde. Seul moi je la remarquais. Puis, ferme et claire. Oui, je vis sa main trembler quand Julien glissa l'anneau à son doigt. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Le père Samuel rayonna. Vous pouvez embrasser la mariée. Julien tira Camille près et l'embrassa. L'assemblée éclata en applaudissements. Je serrai la mâchoire si fort que ça faisait mal. La musique de sortie commença. Julien et Camille marchèrent dans l'allée, main dans la main, souriant et saluant, les nouveaux mariés parfaits. Quand ils passèrent m'arranger, les yeux de Camille trouvèrent les miens juste une seconde. Un petit hochement de tête. Je vais bien, papa. J'exhalais lentement. Les cloches de l'église commencèrent à sonner. Rises et pétales de fleurs tombèrent en pluie, tandis que les invités se déversèrent dehors. Je regardai par la porte Julien et Camille monter dans la limousine. Camille jeta un regard en arrière par la fenêtre. Nos yeux se rencontrèrent. Je articulai silencieusement. « Je suis juste derrière toi. » Elle hocha la tête une fois, puis la voiture s'éloigna vers le domaine de Malmaison. Je me tins seul dans l'entrée de l'église. Phase interminée. Autour de moi, les invités bavardaient avec excitation, se dirigeant vers leur voiture. Ils venaient d'assister à une belle cérémonie, un mariage de conte de fées. S'ils savaient, seulement. Je desserrai légèrement ma cravate, pris une respiration. 15 minutes avant la réception. 15 minutes avant que la phase 2 commence. Mon téléphone vibra. Un texto de Camille. Arrivé au lieu. Je vais bien. Je textai en retour. J'arrive maintenant. Reste forte. Je marchai vers ma voiture, démarrai le moteur. Le trajet vers le domaine de Malmaison prenait 15 minutes. 15 minutes pour me préparer à la performance que nous devions tous les deux donner pendant les prochaines heures. Le domaine de Malmaison était à 15 minutes de l'église. Quand j'arrivais, l'heure du cocktail battait son plein. Camille et Julien se tenaient à l'entrée, saluant les invités. Pour tous les autres, ils ressemblaient au couple parfait. Seul moi connaissais la vérité. À l'intérieur, la salle de bal brillait de bougies et de fleurs blanches. Ça ressemblait à un conte de fées. Si seulement ils savaient que ce conte de fées avait un monstre. Le dîner commença. Temps pour les discours. Je me levai, verre à la main. 250 visages se tournèrent vers moi. Il y a 24 ans, quand Camille est née, sa mère Brigitte et moi avons fait une promesse de protéger notre petite fille, quoi qu'il arrive. Je m'arrêtai. Brigitte n'est pas là aujourd'hui, mais je sais qu'elle regarde et qu'elle serait fière. Je regardais Julien. Il me sourit en retour, jouant son rôle. Julien, tu ne gagnes pas juste une épouse, tu rejoins une famille. Et la famille signifie tout pour nous. Surtout protéger la famille. Des gens comme toi? À Camille et Julien? La salle fit écho? À Camille et Julien. 20 minutes plus tard, Julien me trouva au bar. Monsieur, merci. C'était magnifique. Ce que vous avez dit sur la famille, ça signifie tout pour moi. Je pensais chaque mot, mon fils. Il se pencha. Je sais qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, mais j'aimerais apprendre de vous. L'entreprise, comment vous avez tout construit. Voilà. Je prétendis réfléchir. Tu sais, j'aurais besoin d'aide avec l'expansion que je planifie. Ses yeux s'illuminèrent. Vraiment? Je serais honoré. Parlons lundi. Viens au bureau. Je te montrerai comment tout fonctionne. Je serrai sa main fermement. Ferré. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Il n'avait aucune idée. Il venait juste de signer son propre mandat d'arrêt. Plus tard, la danse père-fille. Unforgettable joua, la chanson préférée de Brigitte. Camille chuchota, voix tendue. Papa, je ne sais pas si je peux continuer à faire ça. Il n'arrête pas de me toucher, de m'appeler Madame Moreau. Ça me rend malade. Je sais, ma chérie. Je gardai ma voix basse, sourire fixe. Juste quelques heures de plus. Puis tu es à l'hôtel. J'ai arrangé la chambre à côté de la vôtre. L'équipe de l'agent Leclerc sera là. L'agent DGSI a un mur de distance. S'il arrive quoi que ce soit, tu appelles. 30 secondes. D'accord, je peux faire ça. Tu fais parfaitement? Ta mère serait fière. La chanson se termina. J'embrassai son front, la rendis à Julien. Je le regardais travailler la salle,
charmer mes associés, lancer des allusions sur sa contribution à l'entreprise familiale. Thomas et Lucas se tenaient dans le coin, évitant mon regard. Ils savaient. Laisse-les transpirer. Minuit. Le dernier invité partit. Camille et Julien partirent dans la limousine vers l'hôtel Grand Palais. Je regardais les feux arrière disparaître. Mon téléphone vibra. Camille arrivait en chambre. Il est sous la douche. L'équipe de Leclerc est dans la chambre voisine. Je suis en sécurité. Merci, papa. Moi, je t'aime. 2 jours de plus. Puis lundi, on commence la phase 2. Je rentrais seul, m'assis dans l'allée, regardant le siège passager vide où Brigitte s'asseyait après les fêtes. Je tiens ma promesse, ma chérie, chuchotai-je. Elle ira bien. Le week-end rend pas. Camille textait toutes les quelques heures. Je tiens le coup à peine. Julien posait déjà des questions sur Dubois Entreprises, sur les comptes, sur les plans d'expansion. Il devenait impatient, désespéré même. Lundi matin arriva. J'arrivai au bureau à 8h30, fis du café, revis les dossiers que l'agent Leclerc et moi avions préparés pendant le week-end. Les comptes APA, les codes d'accès, le logiciel de surveillance, tout était prêt. À 9h pile, Julien entra dans mon bureau, habillé en costume, portant un porte-documents en cuir, essayant d'avoir l'air professionnel. « Bonjour, monsieur. Merci encore pour cette opportunité. » Je serrai sa main et souris. « Entre, mon fils. Laisse-moi te montrer ce qu'on fait ici. » Je le guidai à travers Dubois Entreprises. Notre siège n'était pas fancy, juste un bâtiment de 3 étages près du centre de Neuilly, avec des bureaux pour la comptabilité, les opérations et la gestion immobilière. On a commencé avec une station-service il y a 30 ans, dis-je, en le menant devant des photos encadrées sur le mur. Maintenant, on a 12 emplacements plus des holdings immobiliers commerciaux. Julien étudia tout avec des yeux affamés. Je l'amenai à mon bureau, ouvris un dossier sur mon ordinateur. Voici notre compte de placement où on garde le capital liquide avant les opportunités d'investissement. Il se pencha, regardant l'écran. 650 000 €. C'est pas mal juste qui traîne, dit-il prudemment. J'avais l'intention de l'investir, mais je n'ai pas trouvé la bonne opportunité. Je cliquai sur un autre écran. C'est là que tu interviens. Monsieur, Julien, je veux t'amener comme consultant, voir ce que tu penses. Je vais te donner accès pour réviser les comptes, faire quelques analyses. Dis-moi où tu vois des opportunités. Ses yeux s'illuminèrent, mais il essaya de jouer sa cool. Je serais heureux d'aider, monsieur. Tiens, j'écrivis les identifiants de connexion sur un bloc-notes, le lui tendis. Accès limité pour maintenant. Consultation seulement. Familiarise-toi avec nos opérations. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Ce que Julien ne savait pas, l'agent Leclerc et moi avions configuré ça pendant le week-end. Compte pot de miel, chaque frappe qu'il ferait serait enregistrée par le logiciel de surveillance DGSI. Les 650 000 € n'étaient pas de l'argent réel de l'entreprise, c'était de l'appât du bureau. Pendant la semaine suivante, Julien vint au bureau quotidiennement, commença à demander plus d'accès, se mit à l'aise. Mercredi, il fit sa première suggestion. « Monsieur, cet argent dans le compte de placement, il traîne juste là à gagner des intérêts minimaux. On devrait le déplacer vers des investissements à plus haut rendement. » Intéressant, dis-je. Continue à analyser. Jeudi, Camille texta. Il me presse. Veut que je signe des papiers à des fins fiscales. Dit que ça nous aidera à déclarer conjointement. Je textai en retour. Ne signe rien. Dis-lui que tu veux que je révise d'abord. D'accord, il devient impatient. Bon, pensai-je, les gens impatients font des erreurs. Vendredi après-midi, Julien sortit prendre un appel téléphonique. Je le regardais par la fenêtre de mon bureau. Son langage corporel changea, épaules tendues, courbées, mains passant dans ses cheveux. Quand il revint, son visage était pâle. « Tout va bien ?» demandai-je, père concerné par son beau-fils en place. « Oui, juste un vieil ami. Rien d'important. »« Rick, pensai-je, le créancier. » Temps d'appuyer sur le bouton. « Oh, et j'ai besoin d'une faveur. »« Bien sûr, monsieur. N'importe quoi. Je dois aller à Lyon demain. Urgence commerciale. Pendant que je suis parti, j'ai besoin que tu gères un paiement fournisseur. 120 000 € à Cascade Fourniture. » Je montrai un autre écran. Lui montrait. « Je te donne un accès élevé pour faire le virement. Les informations de routage seront dans ton email. J'ai juste besoin que ce soit fait mercredi. »
Il hésita juste une fraction de seconde. Puis, bien sûr, monsieur, je m'en occuperai. Camille me dit que tu es bon avec les finances. Je te fais confiance. Voyons si tu mérites cette confiance. Je ne vous décevrai pas. Je fermai mon laptop. Mon vol part tôt demain. Je serai de retour vendredi. Tu penses que tu peux gérer les choses d'ici? Absolument. Je serrai sa main. Bonhomme. Je quittai le bureau, montai dans ma voiture, m'assis un moment avant de démarrer le moteur. J'appelai l'agent Leclerc. C'est fait, il a accès. L'appât est posé. Tu es sûr qu'il va prendre? Il est désespéré. Ses créanciers le pressent. Il doit 500 000 € et la deadline approche. Il n'a pas le choix. Et tu ne vas pas vraiment à Lyon? Je serai à votre bureau, regardant chaque mouvement. On sera prêt. À demain, monsieur Dubois. Je démarrai la voiture et roulai vers le bureau DGSI à Paris. Mardi après-midi révélerait tout. Mardi après-midi, bureau DGSI au centre de Paris. L'agent Leclerc et moi surveillons l'activité informatique de Julien depuis 6 heures. Jusqu'à présent, il s'était connecté 3 fois, avait regardé les comptes, mais n'avait fait aucun mouvement. Il est prudent, dit Leclerc, yeux sur les écrans. Il attend jusqu'à ce qu'il pense que vous êtes vraiment parti. Je regardai ma montre. 14h40. Il a jusqu'à demain pour faire ce paiement fournisseur. Il manque de temps. Le beeper de Leclerc vibra. Elle regarda l'écran et sourit. Il se connecte maintenant. Je me penchai en avant. 3 moniteurs montraient l'écran de Julien en temps réel. Sorcellerie Tech DGSI, que je ne comprenais pas entièrement, mais ça fonctionnait. 14h47. Le curseur de Julien bougea sur l'écran, cliquant dans le système de compte Dubois Entreprise. Il était dedans. Il est dedans, dit Leclerc doucement. On enregistre tout. Je regardais mon gendre, techniquement encore mon gendre, naviguer vers le compte de placement. 650 000 € s'affichèrent sur l'écran. Son curseur survola le bouton de transfert de fonds. On y va, chuchota Leclerc. 14h52. Julien cliqua. La fenêtre de transfert s'ouvrit. Montant, 120 000 €. Destination, voilà. Allait-il l'envoyer à Cascade Fourniture, comme je l'avais demandé? Les doigts de Leclerc volèrent sur son clavier, traçant le numéro de routage. Un bip. Du texte apparut sur son écran. Compte offshore, Île Caïman, enregistré sous J. Moreau. Voilà, dis-je doucement. C'est de la fraude électronique. Leclerc confirma. Crime fédéral, on le tient. Mais Julien n'avait pas fini. 14h55. Un autre transfert initié. Montant, 50 000 €. Même compte offshore. Il devient gourmand, observa Leclerc. 14h58. Julien essaya d'accéder au compte principal de l'entreprise. Les vrais fonds opérationnels Dubois Entreprise. Plus de 1,5 million d'euros. Le système le bloqua. Mes vrais protocoles de sécurité entrèrent en jeu. Il essaie d'accéder au vrai argent de l'entreprise, dis-je. Tentative de détournement de fonds, dit Leclerc, déjà en train d'attraper son téléphone. C'est une autre charge. Elle composa. Ici agent Leclerc. Le sujet a commis une fraude électronique de 170 000 €, tentant d'accéder à des comptes sécurisés supplémentaires. On a de multiples violations fédérales. Feu vert pour l'arrestation. Procédé. Elle raccrocha. Équipe en mouvement. Quelques minutes. Je continuais à regarder l'écran. Julien tapait encore. Essayait toujours de percer vers le compte principal. Essayait toujours de voler ma famille. 2 ans, pensais-je. 2 ans de mensonges à ma fille. Et ça finit comme ça. Brigitte, j'ai tenu ma promesse. 15h03 sur le moniteur. La porte du bureau de Julien éclata. 4 agents DGSI, armes tirées. Julien bondit du bureau, main montant. Qu'est-ce qui se passe? DGSI. Julien Moreau, ne bougez pas. Il y a une erreur. Je faisais juste... Vous étiez juste en train de voler 170 000 € de l'entreprise de votre beau-père. Les agents bougèrent, le menottèrent, lui lurent ses droits. Comme il tirait, ses bras derrière son dos, le visage de Julien passa par les étapes. Choc, panique, puis rage. Je veux un avocat. C'est un piège. François a autorisé ce transfert. Leclerc parla dans son téléphone. Amenez-le. Elle se tourna vers moi.
Vous voulez être là quand il l'amène? Oui. 20 minutes plus tard, je me tenais dans le couloir du bâtiment des GSI. Des pas résonnèrent. 2 agents apparurent, Julien entre eux, menotté. Son costume cher était froissé maintenant, cheveux en désordre, visage pâle. Il me vit debout dans l'embrasure de la salle d'interrogatoire. Nos yeux se rencontrèrent. Je regardais la reconnaissance poindre, le regardais reconstituer le puzzle. Son expression changea de la confusion à la compréhension. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous, chuchota-t-il, vous saviez depuis le début. Je ne souris pas, ne triomphais pas, le regardais juste, l'homme qui avait prévu de voler ma famille, qui avait menacé ma fille, qui avait menti pendant 2 ans d'affilée. Oui, dis-je simplement, depuis le début. Julien me regardait de l'autre côté de la table d'interrogatoire, menottes liant ses poignets, 2 agents fédéraux le flanquant. L'escroc confiant avait disparu. À sa place était assis un homme désespéré acculé, qui venait juste de réaliser qu'il avait été joué à son propre jeu. La voix de Julien s'éleva à peine au-dessus d'un chuchot. Vous saviez depuis le début? J'entrai dans la pièce, main dans les poches. Oui. Euh, le mariage. Vous avez tout entendu dans ce couloir d'église. Je sortis mon téléphone et le posai sur la table. Vous, Thomas et Lucas, votre dette de 500 000 € envers Rick. Votre plan de drainer le fonds en fiducie de ma fille. La partie sur les accidents qui arrivent en lune de miel. Je laissai chaque mot porter. Vous êtes la 3e famille, Julien? Le père de Sarah vous a presque eu, mais moi, je vous ai eu. Son visage se vida de couleur. Camille, réussit-il. Elle a regardé la vidéo 30 minutes avant. Elle a marché dans cette allée. Je me penchai en avant. Chaque sourire, chaque vœu, chaque baiser. Elle savait exactement qui vous étiez. Nous deux, nous savions. L'agent Leclerc entra. Monsieur Moreau, en plus de la fraude électronique et de la tentative de détournement de fonds, nous vous avons connecté à 2 affaires précédentes en Normandie et dans les Alpes-Maritimes. Le procureur recommande 8 à 10 ans de prison fédérale. Les mains de Julien tremblèrent. Je peux expliquer? Non, l'interrompis-je. Vous ne pouvez pas. Vous avez terminé. Je sortis sans regarder en arrière. 3 mois plus tard, le juge Moreau condamna Julien Moreau à 8 ans de prison fédérale, suivi de 3 ans de liberté surveillée. L'agent Leclerc me dit que 2 autres victimes se présentèrent pendant la condamnation. Des familles que Julien avait ciblées avant la nôtre. Le schéma était toujours le même. Charme, fiançailles, accès aux fonds en fiducie, disparition. Un samedi matin tranquille, je roulais vers le cimetière de Père-Lachaise et me tins devant la tombe de Brigitte. Je m'agenouillais pour placer des fleurs fraîches à la pierre tombale. J'ai tenu ma promesse, dis-je doucement. Camille est en sécurité. Elle est forte, plus forte que je n'avais jamais imaginé. Tu serais si fier d'elle. Le vent bruissa dans les arbres, et pendant un moment, je sentis Brigitte à côté de moi. Camille se jeta dans Dubois Entreprises. Après le procès, elle proposa une nouvelle stratégie d'expansion, étudia nos opérations et commença lentement à guérir. Les cauchemars venaient moins fréquemment. Les bords tranchants de la trahison s'adoucirent en sagesse. J'apprends à faire confiance à mes propres instincts maintenant, papa, me dit-elle un soir. Exactement comme vous et maman m'avez appris. 1 an plus tard, Camille amena quelqu'un au dîner dominical. Papa, voici Nicolas Rousseau. C'est un architecte chez Moreau et Associés. Nicolas se leva, offrit sa main avec un sourire sincère qui atteignait ses yeux. Respectueux, patient. Je serrai sa main et l'étudiai comme j'avais appris à le faire pendant 35 ans dans les affaires. Nicolas ne broncha pas. Il rencontra mon regard directement. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Dubois. Camille m'a parlé de votre travail. Nous parlâmes. Je posai des questions prudentes, probantes. Nicolas répondit honnêtement. Il mentionna ses parents, sa sœur cadette, son chien. Il ne posa pas de questions sur le fonds en fiducie de Camille. Il ne fit pas d'allusion à des opportunités commerciales. Quand Camille rit à quelque chose que dit Nicolas, je vis la légèreté retourner dans ses yeux, la légèreté que Julien avait volée. Ce soir-là plus tard, je m'assis à mon bureau avec la photo de Brigitte à côté de moi.
À travers la porte, je pouvais entendre Camille et Nicolas parler, leur voix chaude avec une connexion genuine. L'enquête de moralité de Denis Walsh sur Nicolas était dans mon tiroir. Casier vierge, carrière stable, pas de dette, pas de signaux d'alarme. Cette fois, j'étais sûr, parce que la meilleure revanche n'est pas la destruction, c'est la protection. C'est apprendre à votre fille à se relever plus forte. C'est la regarder choisir sagement la deuxième fois, armée de sagesse achetée à un prix terrible. Je jetai un coup d'œil à la photo de Brigitte une fois de plus. Nous l'avons fait ensemble, exactement comme toujours. Les lumières du salon brillaient douces et dorées. Et quelque part au loin, j'entendis Camille rire à nouveau. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que Dieu nous surveillait à chaque étape du chemin. Quand je me tenais dans ce couloir d'église et que j'ai entendu les aveux de Julien, ce n'était pas de la chance. C'était une intervention divine. Dieu m'a donné l'instinct de protéger ma fille quand elle en avait le plus besoin. Si vous lisez cette histoire vraie, voici mon conseil. N'attendez pas comme j'ai failli le faire. N'ignorez pas les signaux d'alarme parce que vous voulez croire le meilleur des gens. Faites confiance, mais vérifiez. Toujours. Des histoires comme la mienne ne parlent pas juste de revanche. Elles parlent de protection. Il s'agit d'apprendre à nos enfants à être forts, à faire confiance à leurs instincts et à savoir que la famille sera toujours là pour les soutenir. Dieu m'a béni avec la sagesse de Brigitte. Et même après sa mort, sa voix m'a guidé à travers le moment le plus sombre. Cette histoire vraie m'a appris que la meilleure façon d'honorer les gens qu'on aime, c'est de monter la garde sur ceux qu'ils ont laissés derrière. Camille prospère maintenant parce que nous n'avons pas laissé le mal gagner. Les histoires de grand-père comptent parce qu'elles nous rappellent que le mal existe, mais la justice aussi. Ce sont les moments d'histoire vraie qui façonnent les générations. Les histoires de grand-père nous apprennent que nous avons les outils pour nous défendre. Il faut juste avoir le courage de les utiliser. Avez-vous déjà eu à protéger quelqu'un que vous aimez de la trahison? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez vos pensées dans les commentaires. J'apprécie vraiment chaque histoire et chaque voix. N'oubliez pas de vous abonner aux Voix de l'oncle Bernard et de partager cette vidéo avec vos amis. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.